occupations avec les écoles du Teil, donc je suis arrivé un petit peu en retard dans notre assemblée. Alors je crois qu'il n'est pas nécessaire de présenter les intervenants de ce matin. Nous avons recueilli déjà quelques questions. Bien évidemment, s'il y en a d'autres qui arrivent au cours de ce temps de table ronde, il ne faut pas hésiter à les faire passer. Je vois que au moins Sophie, au premier rang, fera le facteur et les amènera. Voilà, donc je vais simplement prendre le temps de poser les quelques questions et puis vous me direz si c'est plutôt vous qui voulez y répondre. Une première un petit peu générale. Dans la relation adulte-enfant ou entre adultes, n'y a-t-il pas la juste distance pour ne pas envahir l'espace vital de l'autre? Voilà, une question de distance dans une relation normale. Adulte-enfant, on l'a un peu évoqué, ou entre adultes, n'y a-t-il pas une juste distance pour ne pas envahir l'espace vital de l'autre? Qui est-ce qui commence à répondre, Christine? Centimètres Non, c'est difficile. Non, je blague. Je vous en prie. C'est difficile de répondre à cette question. Bien sûr qu'il y a une juste distance à trouver. Bien sûr qu'on peut... Donc bien sûr qu'il y a une juste distance à trouver. Bien sûr qu'il faut la chercher pour la trouver parce qu'elle ne va pas de soi. On n'a pas la même distance avec, je sais pas, des gens familiers par exemple, qu'avec des chefs scouts, qu'avec des profs, ou des prêtres, ou etc. Enfin, je veux dire, la distance, elle est chaque fois différente. Je pense que Caroline en a parlé un petit peu tout à l'heure et qu'elle en parlera encore. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus en recherche effectivement d'affection, de proximité. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'effectivement quand même, plus les enfants sont écoutés à la maison, plus ils ont d'espace pour parler, et moins ils vont le chercher ailleurs. Donc ça, c'est vrai quand même que... Mais dans une même fratrie, en même temps, il y a des enfants qui se sentent plus délaissés, donc c'est pas si clair que ça non plus. En tout cas, c'est vrai que oui, il y a une juste distance à trouver. Caroline, sur ces questions de juste distance, puisque vous avez le micro. J'ajouterais juste que cette juste distance, elle est très différente d'une personne à une autre. Et notamment en psychologie sociale, on représente un petit peu des cercles autour de nous. Et ces cercles-là, la distance, elle n'est pas du tout la même en fonction des personnes. Il y a des personnes, la distance déjà de sa protection peut être très, très loin par rapport à d'autres. Et puis ensuite, en fonction on a différents cercles. Alors quand on est dans une relation, comme tu disais, familiale ou intime, le cercle il est proche ou pas, en fonction des personnes. Et puis plus ça va, et plus on a des cercles qui s'écartent en fonction de nos relations. Donc je pense que c'est ça qui est toujours j'écoute et j'observe le comportement de l'autre, qui va me donner des informations aussi sur quelle est la bonne distance à prendre. Et c'est toujours ce côté de les interactions avec les autres, c'est complexe et on n'a pas des recettes toutes faites, et du coup c'est vraiment dans l'observation des réactions de l'autre qu'il va falloir adapter notre comportement. Trop de distance peut être aussi quelque chose qui n'est pas approprié. Charles, est-ce que... Je ne partirai pas de la distance avec les enfants, parce que je n'ai pas assez d'expérience, mais par rapport aux personnes vulnérables. Il y a aussi cette même question. Je pense avec les détenus, par exemple, en prison, on n'est pas... Il y a eu tout un débat dans l'aumônerie de prison, savoir si on était du côté des détenus ou à côté des détenus. On n'est pas du côté des détenus, on est à côté, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on a gardé une distance importante tout en étant à l'écoute. C'est pareil avec des gens en fragilité psy. Si on rentre dans leur jeu, c'est foutu, quoi. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on les écoute pas, quoi. D'accord, merci Charles. Je te laisse le micro pour l'instant. Ou plutôt vers Caroline. Et une autre question peut-être plus rapide, mais la pratique de l'éducation positive, très à la mode actuellement, très à la mode aujourd'hui, pose-t-elle bien toujours les interdits? Pour moi, il n'y a pas de contradiction avec positif et interdit. Au contraire, dans l'éducation positive et bienveillante, comme on l'entend, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas poser un cadre.
Bien au contraire, parce que l'enfant a besoin de ce cadre-là. Et du coup, pour répondre positivement à ça, il va falloir mettre des limites. Et bienveillance ne veut pas dire ne pas mettre des limites. C'est juste dans la façon après où on va prendre le temps d'expliquer, prendre le temps aussi de placer l'enfant au cœur de la relation pour savoir c'est quoi par exemple, quelles émotions il va pouvoir éprouver quand on va lui dire non là tu ne peux pas. Et c'est de travailler avec lui sur ça, c'est prendre le temps de l'écoute. Voilà, donc pour moi, c'est pas opposé, au contraire. Parce que si on n'a pas de cadre, c'est là où l'enfant aussi va être perdu. Et pour le coup, à chaque fois, je pense que tous les psychologues sont unanimes là-dessus, le cadre est indispensable pour que l'enfant grandisse. Voilà. Christine. Non, j'allais dire une boutade. Tous les psys, quelque chose, même les psychiatres. Alors, il y avait une remarque, une dérive. C'est une dérive de l'éducation positive. Évoque cette personne et c'est souvent... On n'entend rien. Alors, je vais répéter, justement, donc la précision, c'était de dire que c'était peut-être une dérive de cette éducation, et souvent, effectivement, on a le sentiment que c'est un peu le côté enfant roi et auquel on doit rien dire, mais si on reprend aux sources même tout ce qui est éducation positive, il y a bien tous ces éléments-là. Et effectivement, on a vite eu tendance à se dire, finalement, il faut que l'enfant puisse faire tout ce qu'il veut, quand il veut, et l'adulte est là pour assouvir ses besoins. Un des premiers besoins de l'enfant, c'est qu'on puisse être à côté de lui et poser le cadre. On va se débrouiller avec un seul micro. Merci Valérie. Deux questions plus générales. Est-ce que nous avons beaucoup parlé de la pédocriminalité autour de nous et chez nous. Est-ce que nous sommes vraiment et toujours et encore scandalisés par ce qui arrive ailleurs, loin de nous, et qui font aussi écho à la pédocriminalité, les jeunes filles mariées de force, les questions de prostitution enfantine dans les pays asiatiques, etc. Je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer dans ce début de réponse. Je rajoute sinon à ma question je la complexifie un petit peu. Est-ce que le silence chez nous peut-il être aussi relié à notre histoire de France, notamment les questions de dénonciation, etc., sous l'occupation, etc. Charles, si je te donne le micro. Non, mais sur la sensibilité que l'on peut avoir ou l'insensibilité que l'on peut avoir avec les éléments qui sont le plus éloignés de nous, et l'ultra-sensibilité bien évidente pour chez nous. Christine. Non, mais je veux dire, c'est pas une réponse de psychiatre, là. Hein. C'est que ça n'empêche pas, mais peut-être que quelqu'un a une réponse, effectivement, dans la salle. Il y a un avocat. Vous pouvez répéter la question? Non, mais je sais pas. C'est complexe et. Je ne vois pas. Enfin, il faut savoir raison garder. On ne peut pas se mêler de toutes les questions qui se passent dans le monde à l'extérieur de nous. Alors il faut y être sensible. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui dans notre pays, qui subit une crise dans notre Église aujourd'hui, par des révélations, ça n'empêche pas qu'on soit sensible aussi à la situation des femmes au fin fond de l'Asie. Mais ce qui est intéressant quand on fait une réunion comme celle-là, c'est de voir, nous, comment la question se pose pour nous et quelle réponse on va y apporter. Bon, on ne va pas tout solutionner. Hein. Je crois que, vous savez, je me rappelle, à titre anecdotique, un professeur de faculté à Lyon, qui était un professeur de médecine, où même les étudiants en droit allaient l'entendre tellement il était rigolo, il commençait toujours ses cours par « Mesdames et messieurs, il y a 2 grands savants en France, l'autre est à Paris. » Des choses sur lesquelles vous avez un petit peu répondu, Christine, mais je pense qu'il est intéressant, alors c'est des questions qu'on a posées avant votre intervention, mais qu'il est intéressant peut-être d'y revenir, et puis avec le cadre légal également. Donc en cas de suspicion, comment protéger les enfants? Si je suis confronté à une situation ou une information, est-ce que j'ai le droit d'en parler en équipe?
avec mon équipe de paroisse, de catéchèse, avec mon équipe en école. Voilà. Et si j'apprends de quelqu'un une situation et cette personne n'est pas directement concernée, voilà. Quelqu'un m'a dit que, etc., qu'est-ce que je dois faire? Jean-Jacques, sur ce type de question? Prudence, vigilance. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a prononcé le mot de confiance. Quand on travaille en équipe, on travaille en confiance. Si notre équipe a un objet déterminé, en principe, ce qui se dit dans cette équipe n'en sort pas. Si le cadre légal m'oblige à dénoncer, eh bien, l'un de nous va dénoncer par les voies prévues. Ça va passer ou par le procureur de la République directement, ou par un service social, une autre voie, la dénonciation se fera. Je crois qu'il ne faut pas non plus, comment dire, être trop titilleur, mais si on se fait confiance les uns les autres, on aura la juste mesure pour le moment venu dénoncer, ce qui ne veut pas dire juger. Hein. Je crois que ça a été répété à de multiples reprises. Nous ne sommes pas là pour juger. On apprend telle chose. Par contre, il faut vraiment filtrer, parce que les rumeurs, ça vous démolit quelqu'un en un rien de temps. Hein. Et l'expérience démontre, on avait cette habitude, un adage qu'on disait à propos du prétoire de justice, si l'opinion publique rentre dans la salle d'assises, la justice en sort automatiquement par une fenêtre. C'est-à-dire que c'est plus de la justice. Donc il faut être très prudent. Mais faisons-nous confiance. Hein. Christine, vous voulez rajouter? Non, peut-être simplement, c'est la question du secret partagé, et qui, quand on est affronté à une situation difficile, on n'a pas forcément les moyens tout seul du discernement. Et donc, que penser, que faire? Et il est important d'avoir cette petite équipe restreinte, c'est pas avec laquelle on va pouvoir parler, et c'est ce que tu as dit, Jean-Jacques, c'est qu'au sein de cette équipe, le secret est total. C'est-à-dire, ça circule entre nous pour qu'on puisse se forger une opinion, une décision, mais ça reste du secret partagé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais ça, de toute façon, c'est prévu par la loi. Ah, complètement. Oui. Non, je disais juste que le secret, effectivement, le secret partagé, c'est prévu par les textes de loi. Merci. Vous l'avez redit, mais c'est bien peut-être de le redire encore. Et en cas de suspicion, comment protéger et comment faire un signalement très concrètement? À qui le fait-on? Quels éléments on doit fournir, etc. Il n'y a pas de personnes qui travaillent dans le travail social, parce que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir le point de vue des travailleurs sociaux. De mon point de vue, mais c'est très limité. Oui, voilà, moi je travaille dans l'aide à domicile et dans le secteur famille, donc avec deux types de professionnels qui travaillent auprès des familles et des enfants, donc les familles qui vont bien et d'autre part. Quand on a comme ça quelque chose, souvent le premier niveau, c'est la protection maternelle et infantile, puisqu'il y a un réseau dans toute la France. Globalement, il y en a, je pense, 6 ou 8, par exemple, en Ardèche. Enfin, nous, c'est à Bourg-Saint-Andéol. C'est un premier rang. Au moins, on a partagé cette inquiétude. Et ce sont des professionnels de l'enfance qui peuvent, du coup, vous dire « Ah oui, alors là, vraiment, il y a quelque chose qui m'inquiète » ou au contraire,